bienvenue. Si vous pouvez fermer vos micros, désactiver vos micros, ça serait parfait, ça éviterait des interférences. Et si vous souhaitez prendre la parole, un peu de pour ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse effectivement démarrer. Nous devrions être autour de 130, donc sur un sujet qui est important aujourd'hui, puisque nous avions organisé il y a quelques semaines un webinaire sur le PGE, pour savoir quelle stratégie adopter vis-à-vis de ce PGE. Là, aujourd'hui, on change un peu d'actualité, le rebond est très fort. C'est un sujet, le financement, c'est un sujet à la fois d'actualité et très structurant que nous devions, nous, place financière, prendre accord. Alors, je tiens à remercier plus particulièrement Sébastien Soubron, puisque Sébastien a animé la commission en ligne et tu as initié ce webinaire et qui rencontre un vrai et beau succès. Une qualité d'un plateau d'intervenants de haut niveau. Donc Sébastien, un grand merci. Guirec, vice-président de notre association, tu es en charge de l'animation de nos 8 commissions qui réunissent à la fois les personnes de la classe financière et la communauté financière, les entreprises et l'enseignement supérieur, et qui mettent ensemble et qui débattent ensemble pour produire des manifestations, des publications. Guirec, je te cède la parole. Merci Frédéric. Bon, bienvenue à tous. Effectivement, nombreux sur ce webinaire qui fait partie d'une série qu'on a enclenchée il y a maintenant un mois, en espérant que ça soit la fin de la crise sanitaire. Donc, on parle déjà de rebond. On a eu un sujet la dernière fois sur les prêts garantis par l'État, les fameux PGE, pour savoir où on était, qu'est-ce qu'il fallait en faire, qui a eu un bon succès aussi. On s'est aperçu que c'est un outil qui avait été beaucoup utilisé et qui n'a pas forcément tiré et consommé, mais beaucoup utilisé et qui a quand même des entreprises qui l'avaient consommé et que certaines se posaient la question de savoir comment demain l'amortir ou le rembourser et qu'aujourd'hui on va essayer d'apporter des réponses sur cette problématique-là parce qu'effectivement on se place déjà sur le demain, sur l'après-crise, sur le rebond et pour savoir effectivement quels sont les outils à la disposition des entreprises qui ont besoin de consolider à la fois les financements qui ont été mis en place pendant cette période exceptionnelle et aussi pour financer la reprise et la croissance. Donc, autour de la table, on a un panel de grande qualité avec, bien sûr, comme souvent, un banquier. Donc, c'est Didier Bruno qui représente la profession, qui est membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. On a bien sûr une entreprise emblématique de la région et de grande qualité, une belle ETI, GL Evans, qui est représenté par Sylvain Béchet, son directeur général finance. On aura aussi, merci d'être là, Dominique Gaillard, qui vient en tant que président de France Invest encore pendant quelques temps, et donc est à l'origine, dans tous les cas, du gros travail qui a été fait pour mettre en place les obligations relance. Et donc, c'est le sujet dont il nous parlera, au-delà, bien sûr, des sociétés d'investissement qui accompagnent les entreprises d'une façon générale. Et puis, un peu la spécificité locale, régionale, région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la création du Fonds souverain régional et donc son nouveau président de directoire, c'est Pierre Taillarda, qui nous expliquera quels sont les outils qui ont été mis en place au niveau de la région. Donc, on a finalement une palette. Didier nous parlera bien sûr du prêt participatif de relance, les obligations relance, le Fonds souverain régional. Voilà les outils qu'on va vous présenter au cours de ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander à Didier Bruno peut-être de nous faire un petit topo de l'actualité, du contexte des entreprises aujourd'hui, du regard du banquier sur ce contexte et finalement d'élargir un petit peu pour montrer que la boîte à outils, elle est déjà bien pleine et qu'il y a des outils qui fonctionnent déjà. Didier.
Oui, merci Guirec, bonjour à toutes et à tous. Oui, un petit point de conjoncture. Donc, 1 an et demi après le déclenchement de cette crise sanitaire, où est-ce qu'on en est? On a la conviction, et maintenant on a, j'allais dire, les preuves que c'est une crise de nature complètement différente, hein, de la crise notamment de 2008, qui avait été très profonde, très violente. C'est une crise d'une nature différente. Quand on regarde un petit peu de côté de nos clients, entre les entreprises, j'allais dire, qui ont été touchées par la Covid écoulée, et ben, en fait, il y en a très, très peu. Il y en a très, très peu parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dispositifs de soutien. Mais là où on a eu peur, là où j'allais dire, on a réfléchi avec nos vieux réflexes de banquier en disant: «Oh là là, crise de la Covid va se traduire par des défaillances très importantes». Non, ça c'est pas, et ça ne se déroule pas comme ça aujourd'hui. Les entreprises qui ont été touchées par la Covid, mais qui ont des capacités de rebond, eh bien, aujourd'hui, on en a beaucoup. Quand on regarde les bilans qui arrivent, hein, les bilans 2020, ce sont des bilans qui sont plutôt j'allais dire, de bonne qualité. Et là aussi, c'est une surprise pour nous, parce que le banquier a de temps en temps tendance à, j'allais dire, à anticiper et à amplifier les difficultés. Bah, aujourd'hui, ces difficultés ne se sont majoritairement pas réalisées, sauf bien sûr certains secteurs très spécifiques qui ont connu des difficultés fortes. Et puis les entreprises, j'allais dire, qui ont profité de la Covid pour accélérer dans leur plan de marge, pour accélérer sur la croissance externe, etc. Et ben, écoutez, on en a beaucoup plus que prévu. Voilà, donc on a un panorama, j'allais dire, qui n'est pas tout à fait le panorama auquel on s'attendait il y a 1 an et demi. Ce qui nous oblige bien entendu à revoir j'allais dire, nos modèles d'analyse, hein, qui nous oblige aussi à revoir notre psychologie collective dans la profession, parce que peut-être qu'on a eu peur sur des items qui ne sont pas réalisés, et peut-être qu'à contrario, nous n'avons pas vu, j'allais dire, des évolutions qui, elles, sont peut-être plus préoccupantes. Ce qu'on peut commencer à regarder, c'est que c'est vrai que certaines entreprises ont connu début de déformation de leur business model, et que cette déformation va se prolonger dans les prochaines années. Donc, on s'installe aujourd'hui dans, j'allais dire, un suivi beaucoup plus stratégique des entreprises, et on considère que la crise de la Covid, c'est une crise qui va produire ses effets pendant de longs mois et pendant de nombreuses années. Les dispositifs qui ont été mis en place, hein, ont un petit peu anesthésié, j'allais dire, la brutalité des réactions. Et donc, il faut qu'on se prépare, j'allais dire, non pas à un sprint, hein, mais il faut vraiment qu'on se prépare à un marathon pour accompagner les entreprises dans, j'allais dire, ce rebond et dans les différentes transitions, hein, écologiques, numériques, sociétales, auxquelles elles vont être confrontées. Donc voilà, donc une conjoncture qui est plutôt, j'allais dire, aujourd'hui bonne avec nos critères classiques, mais en même temps une grande vigilance, parce que quelque chose s'est passé. On sent que c'est une crise historique, on sent que le monde d'après ne sera pas complètement comme le monde d'avant, et que cette crise de la Covid a accéléré, là aussi, j'allais dire, ces re-engineering, toutes ces transformations que nous devons tous effectuer. On Au a niveau, beaucoup, beaucoup. Oui. au niveau des prêts, aujourd'hui, les banques prêtent normalement par rapport. Alors, justement, aujourd'hui, on est, j'allais dire, on en parlera à l'occasion du PPR, on est dans une situation un petit peu particulière. C'est que, bien entendu, nous avons distribué massivement, l'ensemble des réseaux bancaires a distribué massivement les PGE, mesures d'urgence, c'était très important. Aujourd'hui, on est en train de regarder les conditions de, j'allais dire, la reprise du financement classique des entreprises. Voilà, et donc les financements classiques des entreprises, c'est à la fois, comme je vous le disais, des bilans 2020 qui sont plutôt de bonne qualité, mais c'est aussi la capacité pour nos chargés d'affaires, hein, de se projeter sur la déformation du business model de nos clients, et bien entendu de la recherche de la meilleure solution. Comme on va le dire, il y a énormément d'outils sur l'étagère, et chaque client mérite une analyse, j'allais dire, spécifique et particulière. Nous ne sommes plus du tout dans la phase de distribution massive de ces outils, nous sommes dans la phase, j'allais dire, de dialogue stratégique avec nos clients pour combiner au mieux l'utilisation de tous ces outils. Donc, on est vraiment, j'allais dire, c'est maintenant que le plus dur commence pour nos métiers, dans cette capacité à vraiment être capable à anticiper, à regarder beaucoup plus l'avenir que le passé,
Et ça nécessite une très très bonne connaissance des entreprises et certainement une connaissance beaucoup plus approfondie dans l'entreprise, notamment au-delà de son poste client, de sa supply chain, au-delà de ses chiffres, compte de résultats, bilan, de sa capacité, j'allais dire, à attirer des talents, la solidité de sa gouvernance, enfin, des items sur lesquels, bien sûr, nous regardions et nous avions un regard critique, dans le bon sens du terme, mais cette analyse panoramique et cette analyse stratégique, il va falloir qu'aujourd'hui, nous la poursuivions, ce qui veut dire qu'on a aussi un sujet culturel dans nos établissements pour que nos chargés d'affaires soient capables d'appréhender ce temps long. Ok, Voilà un petit merci. peu, mais en tout cas une conjoncture qui est aujourd'hui plutôt de bonne qualité, même si sur le coût des matières premières, nous avons des inquiétudes parce que les prix ont beaucoup monté et qu'il y a bien sûr, comme vous le savez, des inquiétudes également sur les remontées des taux et un marché de l'emploi qui est toujours très tendu. Très bien, merci pour ce tour d'horizon dans un temps un peu contraint, pour poser un peu le débat de l'environnement financier dans lequel on est. Je voudrais donner la parole tout de suite à Sylvain Béchet, donc, pour nous parler un peu de son expérience, de son vécu de cette année exceptionnelle qu'a vécu GL Events, bien sûr contrainte avec un arrêt d'activité subi, ce qui n'arrive pas souvent. Et donc, comment ça s'est passé? Comment GL a pu résister? Comment vous avez utilisé peut-être les PGE? Et on fera un petit peu ce vécu d'une année un peu exceptionnelle qui aurait pu être catastrophique, mais qui aujourd'hui montre que les entreprises sont résilientes et résistantes quand elles sont bien pilotées. Avec le micro, Sylvain. C'est mieux, c'est mieux. Oui. Bonjour à tous, merci. Effectivement, une année exceptionnelle, mais un choc surtout exceptionnel, un choc d'arrêt d'activité qui avait commencé en fait pour nous assez rapidement parce que janvier-février, nous sommes présents en Chine et nos activités ont été stoppées de manière assez rapide en Chine. Et au mois de mars, le 15 mars, lockdown complet. La violence du choc, ça a été un arrêt brutal. On va dire que tout le monde a connu cet arrêt brutal. Mais ce qui a été encore plus dur pour le groupe GL Event, c'est que finalement, c'est un choc qui a été très long. Et cet arrêt, en fait, pour nous, est très long. On a plus d'oxygène globalement depuis le mois de mars l'an passé et depuis hier ou avant-hier, on commence à pouvoir retravailler. Le choc, il est d'une ampleur fracassante. Hein, c'est 700 millions d'activités en moins. C'est 60% de chiffre d'affaires en moins. Et c'est une augmentation du coût de notre dette de 200 millions d'euros. Comment on fait pour passer cela? Déjà, on essaye de préserver une chose. On essaie de préserver la liquidité de la société. Heureusement que nous étions rentrés dans cette crise très fort. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on avait présenté le 5 mars les meilleurs comptes de l'histoire du groupe. Hein. On avait du cash, entre guillemets, à profusion. Et l'objectif que nous avons eu très tôt au mois de mars, c'était de maintenir cette liquidité. On pensait tous, et moi le premier, je pensais que, allez, on allait 2-3 mois compliqués devant nous et puis qu'on allait repartir. Et finalement, nous sommes allés aussi de désillusion en désillusion, de go no go en go no go. Et c'est là où il a fallu qu'on s'adapte. Et quand on dit qu'on s'adapte, c'est revoir toutes les théories qu'on avait, toutes les modes de management qu'on avait. Alors, on est tous passés à management à distance, le Teams, le Zoom. Et toutes les certitudes, en fait, ont été balayées assez rapidement. Donc, pour préserver la liquidité, hein, il n'y a pas 36 solutions. Il y a déjà des plans d'ajustement des coûts. Et au fur et à mesure que la crise avançait ou durait pour nos activités, on a revu notre plan de réduction des coûts fixes. Dans un premier temps, on avait dit 45 millions d'euros. On est monté à 90 et puis finalement, on a fini à 190 millions d'euros d'économie de frais fixes. C'est plus de 30%. C'était, en fait, c'est ce que, quand j'ai réuni l'ensemble des directeurs financiers du groupe, je leur ai dit, on a un jeu très simple. C'est que d'habitude, c'est nos opérationnels qui, en moins de 3 mois, réussissent à monter des événements de l'autre côté de la planète. Ils partent, ils n'ont pas de compte bancaire ouvert, ils ne savent pas où ils vont dormir le soir et ils ne savent pas comment ils vont monter l'event, ils ne connaissent pas leurs fournisseurs. Nous, cette année, on a un event à faire, c'est comment on va variabiliser les coûts fixes. Donc, une fois que vous dites ça, vous dites on est complètement fou. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire au maximum. C'est ce qu'on a revu on a renégocié tous nos contrats. Outre les contrats de location de nos sites d'exposition, on a revu tout l'ensemble des contrats de maintenance, d'entretien, les contrats sur lesquels on avait des honoraires, des fees à verser. Tout a été repassé au peigne fin avec un seul but, manager le cash pour passer cette crise.
Et pour passer cette crise, sans faire de la politique, il faut quand même dire qu'en plus, on a la comparaison, parce qu'on est quand même présent dans plus de 20 pays, l'État français, avec le soutien des banquiers, parce qu'il faut quand même le dire, si on n'avait pas eu un réseau bancaire, des établissements bancaires fiables et solides, on n'aurait pas non plus pu passer cette crise. Nous, on a bénéficié, bien sûr, des PGE de manière assez significative, et l'ensemble de nos partenaires bancaires nous ont accompagnés et nous accompagnent encore. On a consommé 200 millions d'euros de cash. Ça fait environ 15 à 16 millions d'euros de cash par mois. C'est beaucoup. Mais dans un groupe qui avait 50 sites sous gestion, qui embauchait 5400 personnes, voilà, on a réduit tout ce qu'on pouvait. On est allé après, bien sûr, le panel d'une société qui est, entre guillemets, en difficulté, mais là où on trouve, entre guillemets, on plaide non coupable, c'est que on ne pense pas avoir fait d'erreur de gestion. On pense qu'on est complètement… on subit en fait cette crise parce qu'on nous impose un arrêt d'activité. On a des go-no-go constants. Donc finalement, on n'est pas responsable, mais on a quand même dû aller en fait demander d'obtenir un covenant holidays qui a été bien sûr accordé par l'ensemble de nos partenaires bancaires et obligataires. On a dû aller chercher des financements parce que en fait notre financement, on l'a monté un peu comme on pensait en fait la sortie de cette crise, faire un refinancement rapide dans un premier temps avec un package entre financement moyen terme et du PGE de manière mesurée, une première tranche à 65 millions d'euros. Et puis, quant au deuxième semestre, on s'est malheureusement rendu compte et on a dû se rendre à l'évidence qu'on n'allait pas pouvoir partir comme on voulait. On est allé chercher une deuxième enveloppe de PGE saisonnier. Et nous sommes adaptés en fonction du contexte, mais on peut voir aussi que les services de l'État, parce que dans un premier temps, ils avaient mis un PGE qui était égal à 25% du chiffre d'affaires de référence. Et puis pour les activités ou les secteurs qui étaient les plus touchés, ils ont dit, bah non, mais en fait, c'est 25% des plus gros mois, parce qu'il y a des saisonnalités fortes, enfin même, c'est les 3 plus gros mois de l'année, pardon. Donc on a bien vu que l'État aussi a accompagné le chômage partiel qui a été mis en place, les exonérations de charges sociales. Il y a eu des exonérations de loyers. Après, les systèmes sont plus ou moins adaptés pour des ETI. C'est aussi la raison pour laquelle on se bat encore. Mais notre quotidien a changé. Vous voyez, ce matin, moi, j'attendais en fait la publication d'un nouveau décret pour des aides au coût fixe, qu'ils appellent. Et c'est un peu notre quotidien maintenant. C'est qu'on vit avec les évolutions réglementaires, les accompagnements. On scrute la mise en œuvre des annonces, des plans de soutien. Parce que entre les annonces ministérielles ou présidentielles, eh ben, c'est un peu à chaque fois, pas une déception, mais il y a de la communication gouvernementale, communication politique, où on va aider tout le monde, le quoi qu'il en coûte, et puis après, le quoi qu'il en coûte, on revient, et à chaque fois, le quoi qu'il en coûte, les enveloppes, va dire d'aide, de manière normative, sont ajustées. Donc notre vie, c'est adaptation permanente, positionnement et réorganisation de nos activités en espérant redémarrer. Et puis c'est aussi, on a de la chance, entre guillemets, c'est d'être présent un peu partout sur la planète Terre. C'est aussi un monde à deux vitesses. C'est un monde à deux vitesses parce que ça a été aussi l'occasion, le Covid, de mettre en avant, je vais sortir un peu de la fonction finance, mais de mettre en avant aussi on va dire des fonctions qui étaient fonctions support, qui ont accompagné le groupe dans cette crise. Et les équipes RH pour la mise en place du chômage partiel, les équipes RH pour la mise en place de formations spécifiques, pour l'animation des équipes, garder le contact avec nos collaborateurs, ont eu un rôle primordial. Et je passe après sur la partie juridique. Pour tout renégocier nos contrats, revoir nos conditions générales de vente, nos équipes juridiques ont fait un travail fantastique. Et bien sûr, les équipes financières, elles ont œuvré, mais j'ai envie de dire que de manière normative. Mais c'est là où les fonctions support ont été là pour accompagner et faire une transition et repréparer du mieux possible en fait cette reprise d'activité qui doit être là. Et puis le monde à deux vitesses, c'est la Chine. La Chine, premier pays impacté, mais surtout premier pays à reprendre une activité très forte depuis le mois d'août 2020. Et puis une confirmation d'un semestre et d'une reprise. C'est pour ça qu'on parle du monde d'avant, le monde d'après, ce qui sera pareil. Quand on aura le droit d'aller en Chine et nous, on voit des images et on a des vidéos assez souvent. Et avant de commencer, j'étais avec mon CFO chinois là, en ligne ce matin. Ils vivent très bien. Et le monde d'après est franchement quasiment similaire au monde d'avant pour nos amis chinois.
Voilà globalement un peu l'état d'esprit et surtout ce qu'il faut retenir, c'est capacité d'adaptation. Le mot à la mode en ce moment, on dit qu'il faut pivoter et je crois que le groupe a su pivoter. Remise en question et passer d'un groupe qui gérait une croissance à un groupe qui gère une crise. Je ne sais pas si c'est une expérience à vivre, mais au moins je pourrais dire que je l'ai vécu celle-là. Merci Sylvain et encore bravo bien sûr à GL et à toutes les équipes pour avoir survécu et passé cette période exceptionnelle et subie. On va regarder maintenant effectivement un peu les outils qui ont été mis en place par la communauté financière. Je vais revenir sur Didier au niveau du banquier pour qu'il nous présente succinctement bien évidemment le prêt participatif de relance dont on a beaucoup parlé depuis maintenant de nombreux mois. Aujourd'hui, il est en place. Et qu'est-ce que c'est effectivement le prêt participatif de relance, Didier ? Alors, le prêt participatif de relance, c'est un financement long terme subordonné à taux fixe qui s'inscrit totalement dans ce que je disais. Après la phase d'urgence et la phase de protection de la liquidité à très court terme, on est dans la phase du rebond et du financement de ce rebond. Donc, le PPR, c'est un crédit dont la durée est fixée à 8 ans, hein, donc c'est quelque chose d'important, hein, c'est une durée plus longue que le PGE. C'est un produit qui est proposé par les banques qui vont garder 10% dans leur bilan, sans garantie bien sûr, et qui vont en céder 90% à un fonds de dette. Voilà, il y a un certain nombre de fonds de dette qui ont été choisis et c'est eux qui vont recevoir ces 90%. Le montant du PPR pour les PME, c'est-à-dire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions, c'est 12,5% du chiffre d'affaires ou 100% de la masse salariale pour les entreprises innovantes, les startups. Et pour les ETI, donc le chiffre d'affaires supérieur à 50 millions, c'est 8,4% du chiffre d'affaires. Pour les clients qui ont souscrit un PGE, il y a une addition qui est faite entre le PPR et le PGE, avec des limites à ne pas franchir. Hein. Par exemple, s'il cumule du PGE, du PPR et puis des obligations dont parlera mon collègue est supérieure ou égale à 25% du chiffre d'affaires de référence, la limite maximale du PPR sera ramenée à 10%. Voilà, les conditions d'octroi, c'est important de vous renseigner là-dessus. L'entreprise qui souhaite souscrire un PPR et qui remplit bien sûr toutes les conditions d'éligibilité devra fournir un plan d'affaires, un plan d'investissement, hein, un business plan, comme on dit dans notre langage, et devra s'engager à ne pas utiliser ce prêt pour l'appurement de créances existantes à la date de son octroi, dont notamment les PGE. Donc on est vraiment sur un prêt pour le financement, hein, des investissements, que ces derniers soient industriels, commerciaux ou financiers. Le circuit de décision, là aussi très différent du PGE, hein, où on était vraiment dans une logique de distribution. Là, on est dans une logique qui se rapproche beaucoup plus de l'octroi de crédit bancaire. Si le montant du prêt participatif est inférieur à 10 millions, on appelle ça des prêts dits granulaires, c'est la banque qui décide seule de l'octroi. Il y aura une analyse qui est faite par le chargé d'affaires, analyse qui est, j'allais dire, plus complète, hein, plus précise, parce qu'on est sur une durée beaucoup plus longue, parce que l'objet est différent que l'analyse qu'on a pu faire à l'occasion de l'octroi des PGE. Et si le montant du PPR est supérieur ou égal à 10 millions, ce qu'on appelle des prêts non granulaires, les gérants des fonds de dette ont un double regard sur la décision d'octroi. Ça, c'est très important. Hein. Ils peuvent décider d'aller voir le client avec le chargé d'affaires de la banque. Donc là, on est sur, j'allais dire, un schéma délégataire et des circuits de décision qui sont totalement différents du PGE. Au niveau du prix, ce qui est intéressant de noter, c'est que globalement, la tarification client, qui est propre à chaque groupe bancaire, elle oscille entre 3 et 4, 3 et 4%, ou entre 3 et 4,5, on va dire. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important de souligner. On le verra tout à l'heure. Hein. C'est un coût qui est inférieur, j'allais dire, aux produits similaires qu'on trouve aujourd'hui sur le marché de cette nature. C'est un modèle de contrat unique, commun à toutes les banques. Donc là, c'est une source aussi j'allais dire, d'efficience. C'est des conditions de remboursement anticipé, par contre, qui sont spécifiques à chaque groupe bancaire. Voilà. Et puis, c'est bien sûr, comme je vous le disais, aucune garantie supplémentaire n'est autorisée. Alors, les avantages, les inconvénients,
globalement, si je disais, c'est quoi l'argument de vente du PPR et en quoi ça peut résonner pour un chef d'entreprise? Le PPR ne modifie pas du tout la structure de gouvernance de l'entreprise, puisqu'on ne fait pas rentrer de tiers au capital, hein, on n'est pas du tout dans une logique de capital développement, de private equity. J'allais dire, c'est le seul crédit de cette nature qui dispose d'une phase de différé d'amortissement en capital aussi longue. Je vous ai dit que c'était 8 ans, donc 4 ans de différé d'amortissement, ce qui est important. Et ça devrait, j'allais dire, limiter l'impact négatif hein, de cet endettement supplémentaire sur les notations de la Banque de France. La sortie du PPR se fait par remboursement d'un crédit hein, et pas par la valorisation de l'entreprise. Donc, bien sûr, il y a beaucoup moins de contraintes. Il n'y a pas d'autre garantie, comme je l'ai dit, et ça permet, et c'était le but, hein, de renforcer la structure bilancielle des clients afin de leur permettre, j'allais dire, de profiter et de participer au rebond de l'économie. C'est aussi, comme je vous le disais, je le ressouligne, un coût globalement moindre hein, que les produits classiques de haut de bilan. Ça reste une dette, c'est très important, hein, ça reste une dette, ce n'est pas du fonds propre. Et dans les critères d'éligibilité, j'en ai pas parlé, mais c'est important, ça s'adresse quand même aux entreprises dont les notations sont BB- minimum et je crois FIBEN 5+, si je me reprends sur la grille Banque de France. Voilà, donc ça, j'allais dire, c'est un produit qui peut être proposé à des entreprises de bonne qualité et en bonne santé. Ce qui est important de retenir, on n'est plus du tout au temps où on pouvait aligner les produits comme ça. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on trouve des solutions. Il y a encore la possibilité de faire des PGE jusqu'à la fin de l'année. Il y a ce PPR qui arrive. Il y a les obligations dont va parler mon collègue. Il y a le private equity qui garde aussi tout son intérêt. Il y a bien sûr la facturage. Il y a le leaseback. Il y a la fiducie qui se développe beaucoup en France et c'est une bonne chose. C'est la combinaison de tous ces outils en fonction de la situation de l'entreprise et en fonction de son plan d'affaires, de son business plan, c'est vraiment la bonne combinaison de tous ces outils qui fera la réussite du rebond. Et là, j'allais dire, contrairement au PGE, où c'est vrai qu'on était dans une logique de distribution, pas industrielle, mais quasi industrielle, là, on sera vraiment dans une analyse, j'allais dire, dossier par dossier. Et dans cette analyse, j'allais dire, c'est toutes les dimensions de l'entreprise qu'il faudra évoquer. Hein. C'est aussi la dimension personnelle du dirigeant, sa capacité, sa volonté d'ouvrir son capital, etc., etc. Voilà. Donc, ce sera une analyse, j'allais dire, de bas en haut. Ce ne sera pas une analyse produit par produit parce qu'aujourd'hui, elle serait obsolète et j'allais dire, elle ne serait pas efficace. C'est à nous d'aider les dirigeants à trouver la meilleure solution pour leur entreprise compte tenu de leur plan de développement. Voilà. Mais c'est un produit qui est tout à fait intéressant de par son coût, de par son positionnement dans le bilan et de par sa durée. Aujourd'hui, je peux vous donner on a commencé bien sûr à en parler à nos clients. Hein. Ça a démarré ou pas? Il y a déjà des PPR en place ou pas? Non, alors nous, on n'a pas encore de PPR en place et je vais dire, j'ai aujourd'hui une quarantaine de clients qui ont marqué un intérêt, mais qui n'ont pas finalisé. Voilà. Beaucoup de clients voulaient des produits de fonds propres. Hein, là, ça reste un produit de dette. Beaucoup de clients sont encore dans une logique PGE. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup de clients qui vont bien. Et heureusement, les réseaux bancaires ont repris le financement classique. D'accord. Les clients qui s'intéressent au PPR, c'est les mêmes qui ont des PGE ou c'est pas forcément les mêmes? Alors, c'est les mêmes qui ont des PGE globalement, et c'est plutôt, on va dire, plutôt des grandes entreprises. Voilà. Et le PPR retient aussi l'attention de chefs d'entreprise qui sont, j'allais dire, à l'aube de montages un peu particuliers. OBO, LBO, ça peut être là aussi un outil complémentaire des différents outils. Hein. Ça peut se combiner avec le private equity, ça peut se combiner avec des crédits court terme classiques. Voilà, donc on a vraiment toutes les combinaisons. Tout à fait. Et là, on est vraiment dans les outils, je veux dire, à combiner de façon intelligente pour le financement du rebond. Très bien, merci Didier. Je pense qu'on peut enchaîner avec Dominique là sur la partie des obligations relance et puis on verra la différence justement entre ces prêts participatifs, les obligations relance. Mais peut-être avant de nous décrire un petit peu la genèse de cette histoire de ces obligations relance, Dominique. Merci Greg. Effectivement, on a commencé à travailler sur ce mécanisme dès la mi-avril 2020. Donc, ça va faire plus d'un an que
que ce produit est en élaboration chez nous, chez France Invest, et puis du côté des banques, bien sûr, et au Trésor. Et je pense que le Trésor a été très, très, très engagé, hein, y compris dans ces négociations avec Bruxelles, puisque, comme Didier Bruno l'a rappelé, ce mécanisme bénéficie d'une garantie de l'État jusqu'à hauteur de 30% des pertes éventuelles, ce qui est énorme. Hein. Il faut vraiment qu'on se débrouille comme des patates pour perdre 30% sur ces mécanismes-là. Et donc, c'est d'ailleurs ceci qui a fait que les assureurs y ont contribué assez massivement, c'est qu'ils ont un couple rendement-risque qui est très, très favorable dans l'environnement actuel de taux bas. Donc, depuis 1 an de gestation, beaucoup des éléments de ces obligations relance sont très similaires ou sont identiques à ceux des prêts participatifs. J'en cite quelques-uns. Effectivement, c'est des quasi-fonds propres. Je reviendrai là-dessus dans un moment. Ils ont une durée de vie longue, 8 ans dans les 2 cas. Je dirais ensuite des spécificités. Ils ne sont pas dilutifs, l'un et l'autre ne sont pas dilutifs en capital de l'entreprise. L'un et l'autre, il y a une obligation pour les banques de garder 10% des prêts participatifs sur leur bilan, pour les sociétés de gestion de capital investissement, d'avoir une poche de co-investissement de 10% qui ne bénéficiera pas de la garantie de l'État, donc est à plein risque. Voilà. Tout ça, c'est ce qui est similaire. Les différences maintenant, les obligations relance, elles ont une durée de vie de 8 ans, mais elles sont remboursables in fine, à la différence des prêts participatifs qui sont amortissables à partir de l'année 5, 6, 7 et 8. Hein. Donc, une duration un peu plus longue. Donc, c'est encore plus haut dans le bilan, si vous voulez, en termes de juniorité par rapport aux prêts. La deuxième chose, c'est qu'il est prévu que les sociétés qui soient intéressées subissent des audits légers, mais des audits quand même sur la base du business plan. Didier Bruno en parlait tout à l'heure. Un audit d'environnement, un audit juridique et fiscal très court, assez standardisé, mais malgré tout, quand même, c'est un produit qui est sélectif. Hein. Je rappelle quand même les chiffres, hein, à peu près 600 000 entreprises ont bénéficié de la PGE. Là, on parle entre prêts participatifs et obligations relance, on parle d'environ 10 000 à 12 000 entreprises. Hein, donc, et ça ne concerne pas les TPE, puisque le chiffre d'affaires minimal pour être afférent, c'est un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Donc, c'est les PME. Hein. Ça, c'est clair. La différence peut-être aussi, c'est que les équipes d'investissement qui vont investir ces obligations relance dans les entreprises, leur métier, c'est d'aider les entreprises ensuite à rebondir et à croître. C'est notre métier dans les 8 000 entreprises dans lesquelles il y a un actionnaire financier au capital. Donc, c'est un mécanisme non dilutif, mais avec ce mécanisme non dilutif, les sociétés qui feront appel aux obligations relance auront tout le bénéfice de l'aide sur tous les points de vue, digitalisation, gouvernance, ESG, capacité de faire de la croissance SR, de la consolidation, que les fonds font typiquement quand ils rentrent au capital d'une entreprise. Voilà. Et en termes de coûts, on sera légèrement plus cher que les prêts participatifs. Prêts participatifs, Didier Bruno le citait, c'est entre 3 et 4,5, peut-être même jusqu'à 5. Les obligations relance entre 4,5 et 5,5, 6. Hein. Voilà, donc c'est une tarification qui est liée à un produit quand même de haut de bilan. Hein. Voilà un petit peu les points. Alors, vous l'avez peut-être entendu dans la presse, lu dans la presse, le problématique, c'est que Bercy, quand il a proposé ces 2 produits, a dit que c'était des produits de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Or, la Banque de France, aujourd'hui, dit que ce sont des produits de dette. Et donc, un certain nombre de patrons d'entreprises disent, mais de la dette qui dégrade ma notation Banque de France à un coût de haut de bilan, est-ce que c'est vraiment si intéressant? Et puis en plus, comme vous l'avez signalé, les PGE ont été encore une fois étendus jusqu'au 31 décembre 2021. Donc effectivement, les gens se disent, bon, finalement, j'ai de la dette, j'ai ce qu'il faut pour assurer mes CAPEX. Voilà. Donc je pense qu'un des sujets qu'on va avoir à discuter avec Bercy et avec la Banque de France, c'est d'essayer d'obtenir, je ne dis pas qu'on va l'obtenir, mais d'essayer d'obtenir qu'il y ait un espèce de carve-out qui soit fait par la Banque de France dans la notation, qui serait de dire prêts participatifs et obligations relance ne viendront pas, dans la notation que nous ferons sur l'entreprise, ne viendront pas dégrader temporairement la note Banque de France. Si on obtenait ça, je pense qu'on améliorerait massivement l'appétit de ce produit pour les sociétés, parce que là, ce serait vraiment un produit qui, temporairement, vous savez que ça marche que jusqu'au 30 juin 2022, temporairement, ne dégraderait pas la notation Banque de France, donc ce serait un vrai remboursement, une vraie connotation de fonds propres.
Il y aura un besoin aussi, je crois, d'obtenir de l'AMF la capacité à faire des opérations conjointes, obligations relance ou prêt participatif et augmentation de capital. Voilà. Et pour une société, comme Didier Bruno le disait, qui réfléchissent à ouvrir leur capital, eh bien, c'est peut-être un moyen d'avoir des renforcements de fonds propres à un coût réduit, puisque ça pourrait être un mix de 50% vrai capital, avec un taux de rentabilité attendu pour l'investisseur plus élevé, évidemment, et puis obligation relance pour l'autre moitié. Donc, ça descend son prix moyen pondéré d'un renforcement de ces fonds propres. Dernier point sur lequel je voulais insister, je pense que il sera nécessaire, parce que ce mécanisme a pris beaucoup de temps à être implémenté, il sera nécessaire d'obtenir de Bruxelles que ces deux mécanismes soient étendus dans le temps au-delà du 30 juin 2022. La négociation avec Bruxelles a duré 6 mois. Elle était nécessaire parce que qui dit garantie d'État dit aide d'État. Et donc Bruxelles a voulu limiter dans le temps l'impact de ces mécanismes en disant on arrête les compteurs au 30 juin 2022. Ce qui veut dire d'ailleurs pour les entrepreneurs, s'ils aiment ce produit, il y a un coût d'opportunité d'avoir des quasi-fonds propres à un coût bas. Voilà. Et je pense qu'on n'arrivera pas à déployer dans 10 000 à 12 000 entreprises, PME, ETI, si le mécanisme s'arrête au 30 juin 2022, parce qu'il a pris un bon 6 mois de retard dans l'implémentation. Et alors, pour ce qui est des obligations de relance, les prêts participatifs, effectivement, les assureurs ont déjà commité jusqu'à 11 milliards. Je pense qu'ils iront jusqu'à 14 milliards. Les obligations de relance, notre objectif est d'obtenir 6 milliards. Donc, l'ensemble du dispositif, c'est 20 milliards fixés par Bruno Le Maire. Et je sais qu'il a mis beaucoup de pression auprès des assureurs pour que ces 20 milliards soient finalement comités. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un bon produit pour les assureurs grâce à cette garantie. Donc, je pense que les 20 milliards seront atteints. Nous visons à travers les obligations relance à investir dans 2000, 2500 PME et ETI. Donc, ce n'est pas des objectifs de distribution massive, évidemment, comme les PGE. De toute façon, nous, communauté du capital investissement, on ne saurait pas distribuer en masse de cette façon-là. Donc, je crois que c'est vraiment important d'obtenir de Bruxelles une extension d'au moins 6 mois, voire de 12 mois jusqu'au 30 juin 2023 de ce mécanisme, surtout parce que les PGE ont été rallongés dans le temps. Voilà un petit peu les différents points. Donc, et en termes de timing, les obligations relance passent un peu après les prêts participatifs, parce que la FFA, la Fédération française d'assurance, qui a été la cheville ouvrière côté assureur de ce mécanisme, a mis beaucoup de temps à instruire et à aménager le mécanisme prêt participatif. C'est magnifique, là, je ne sais pas ce qu'il nous fait aussi. Et donc, nous allons passer dans la foulée. Donc, je pense que les mécanismes obligations relance seront disponibles à partir de début de l'été. Voilà, on aura à peu près 6 semaines de retard par rapport dans l'implémentation de ce véhicule par rapport aux prêts participatifs. Voilà ce que je voulais dire, Gary. Vous êtes en mute, Gary. Bah, coupez mon micro. Donc, quel est le regard des sociétés de gestion aujourd'hui sur ces obligations relance? Comment elles vont pouvoir intervenir? Est-ce qu'elles voient ça positivement ou est-ce qu'elles se disent, tiens, on marche sur nos plates-bandes et on ne va pas pouvoir travailler normalement en fonds propres? Ouais, plusieurs choses. D'abord, j'ai fait un sondage auprès de ma profession. Vous savez qu'il y a 380 membres chez France Invest, qui représentent toute la communauté du capital investissement. Et il y en a plus d'une centaine qui nous ont dit qu'ils voulaient participer au mécanisme. Des sociétés nationales et des sociétés régionales. Donc, on est en train d'aménager des dispositifs et probablement qu'il y aura une quarantaine de sociétés qui seront impliquées in fine dans le mécanisme, avec peut-être des porte-drapeaux nationaux et avec des satellites régionaux, de façon à ce que les nationaux investissent plutôt des obligations relance dans les ETI et les régionaux plutôt des obligations relance dans les PME avec des tickets plus faibles, parce qu'il y a une grande volonté de Bercy et de la nôtre d'irriguer le territoire. Alors, en termes de compréhension du mécanisme, moi j'ai beaucoup poussé pour qu'on soit dedans, et je dois vous dire, France Invest, c'était vraiment à l'origine, c'est nous qui avons parlé à Bercy dès la fin avril 2020 de l'intérêt d'avoir ce type de produit, et c'est sûr que ça va limiter la capacité à des acteurs de produire, de vendre des produits mezzanine, unitranche pendant un certain temps, mais comme je vous l'ai dit, la durée est assez réduite, et je pense qu'on avait la nécessité de montrer que on prenait notre part dans l'écosystème économique français, d'aider les boîtes à rebondir plus vite. Et dès le début, on a voulu donner le sentiment aux entreprises qu'on ne profitait pas de cette crise
pour rentrer par effraction à leur capital, à des valorisations qui seraient un peu plus basses à cause de la crise, à charge pour nous, pendant la durée des contrats, de leur dire, voilà, on ne vous apporte pas que de l'argent, on vous apporte de la capacité de rebond, de croissance externe, comme je vous le disais tout à l'heure, et donc on jouera notre jeu à plein pendant ces 12 à 18 mois. D'accord. Donc, on est bien d'accord que, comme pour le PPR, pour le prêt participatif, les obligations relance, elles ne viennent pas rembourser les PGE, elles viennent bien en superposition pour Absolument. relancer la croissance. De toute façon, le décret d'application qui est sorti du Trésor interdit les remboursements d'une dette ou la distribution de dividendes aux actionnaires ou le remboursement de comptes courants de dettes PGE ou de dettes financières. C'est strictement interdit. Effectivement, c'est vraiment pour financer des projets de croissance et éventuellement même des projets de croissance externe d'ailleurs. Exactement. Donc, c'est bien ça qu'il faut bien retenir sur ces deux produits qui sont là pour bien relancer et financer le rebond et pas pour combler des entreprises qui sont déjà surendettées aujourd'hui. Voilà. Et peut-être dernier petit point, on a parlé de la note FIBEN Banque de France de 5+. Je pense que dans les obligations relance, il y aura aussi nécessité de faire un rating des entreprises, avec un rating très léger, mais qui sera demandé par un certain nombre d'assureurs. Il y en a moins besoin du côté des prêts participatifs, parce que les banques ont mis à disposition des assureurs leur mécanisme, leur modèle de rating interne. Nous, évidemment, on n'a pas de modèle de rating interne dans la société de capital investissement, donc il y aura un rating qui sera fait très léger, mais qui permettra aux assureurs d'être garantis sur la qualité des entreprises qu'on aidera. Très bien. Merci Dominique pour cette bonne présentation des obligations relance, qui est un produit qui est en train de se mettre en place aussi en parallèle. Je voudrais qu'on fasse, pour finir le tour d'horizon des nouveaux outils, un point sur la partie plus Rhône-Alpine, puisqu'on a un fonds souverain qui s'est mis en place avec la région Rhône-Alpes et des investisseurs institutionnels autour. Et demander à Pierre Taillarda de nous décrire un peu ce nouvel outil qui a plutôt fonds propres a priori, mais il va nous en parler un peu plus, avec le micro. Voilà, merci Guirec. Et merci de me faire participer à ce webinaire. Alors, le fonds souverain, bon, c'est le premier du genre en région. C'est un fonds qui a été monté par un groupe public-privé de grands institutionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes à destination des sociétés de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est des institutionnels pour les entreprises. Côté public, on trouve évidemment la région et BPI. Et côté privé, on a la chance d'avoir le support des trois grandes banques mutualistes, donc la Caisse d'épargne, merci Bruno, le Crédit Agricole, la Banque Populaire, mais également des assureurs, l'Auxiliaire, Groupama, Apicil, et puis le tour de table est en train de se finaliser et on aura quelques corporates. Alors, quel est l'objectif? On a vu précédemment qu'il y a beaucoup d'argent qui est déversé dans l'économie pour soutenir les entreprises avec de la dette et du quasi-fonds propre. Le fonds souverain est un outil de fonds propres. C'est un outil qui a vocation à renforcer les fonds propres des sociétés et vous allez voir, on a deux compartiments et deux thèses d'investissement, deux configurations dans lesquelles le fonds souverain peut intervenir. Les compartiments. Tout d'abord, les PME. Donc le fonds souverain vise des entreprises qui font un chiffre d'affaires entre 10 et 250 millions environ chiffre d'affaires, ce qu'on appelle les PME et ETI, et sur lequel le fonds souverain peut intervenir avec des tickets d'investissement de 3 à 7 millions. Ce qui est important, c'est que le fonds souverain se place sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et donc le fonds peut intervenir seul, peut intervenir dans des sociétés qui ont déjà des investisseurs au capital ou pas, et peut intervenir en une fois ou en plusieurs fois. Mais on a également une poche pour les entreprises plus petites, donc qui font un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros, sur lequel le fonds souverain peut déployer des tickets jusqu'à 500 000 euros. Là aussi, seul ou en pool. Il faudra que quelqu'un coupe son micro parce qu'on n'entend rien du tout. C'est bon, là, je pense qu'on entend. On va continuer. Donc, ça, c'est très important et c'était la volonté de tous les souscripteurs initiaux de faire en sorte qu'il y ait aussi des outils pour les petites sociétés. Et c'est très important. Bien entendu, le fonds souverain vise les sociétés sur toute la totalité de la région, quelle que soit la localisation. Donc ça, ce sont, on va dire, les maths. D'un point de vue de stratégie d'investissement, le fonds souverain a une double stratégie, donc marche sur deux pattes.
La première patte est très conjoncturelle, mais avec des crises successives, on pourrait considérer que c'est structurel. C'est un outil de rebond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fonds souverain s'intéresse à des sociétés, des entreprises qui sont fondamentalement saines, mais qui sont conjoncturellement fragilisées. Didier Bruno l'a dit tout à l'heure, on l'a vu aussi sur un certain nombre de cas de figure. L'exemple JL Events est assez emblématique. On a là une superbe société, mais qui ne peut pas fonctionner. Donc les fondamentaux sont sains, mais on est à l'arrêt. Donc là, le fonds souverain, et comme l'a dit Didier Bruno, va faire une analyse un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'il faut à la fois faire l'analyse des fondamentaux de la société, pour s'assurer qu'ils sont sains, mais aussi il faut faire l'analyse du contexte qui est tout à fait particulier pour le mettre un petit peu de côté. Donc là, le fonds souverain vient aux côtés d'un entrepreneur. Donc, alors comme l'a dit Didier Gaillard, pas par effraction au capital, mais parce que le chef d'entreprise le souhaite. C'est-à-dire que dans cette crise, on va avoir une frange de chefs d'entreprise qui ont compris que oui, il faut renforcer les fonds propres, mais il faut également être aidé. Le fonds souverain est géré par le groupe Ciparex et comme ça a été dit précédemment, c'est une équipe d'investisseurs dont l'ADN consiste à aider l'entrepreneur. Donc c'est l'équipe d'investissement, mais c'est aussi l'operating team de Ciparex et c'est tout l'écosystème puisque le fonds souverain est connecté, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la région, à BPI, aux banques et à son réseau d'experts. Donc ça, c'est la première thèse. Aujourd'hui, ce qu'on voit, puisque le fonds est opérationnel et on a déjà un courant d'affaires assez significatif, c'est que les dossiers qui nous arrivent concernent des sociétés qui avaient une trajectoire ascendante, mais qui ont fait soit un CAPEX, soit une acquisition avant crise, qui ont une légère baisse ou une baisse assez forte de chiffre d'affaires pendant la crise, un problème de liquidité, donc des PGE, et au moment de repartir, eh bien, le bilan est très alourdi, voire trop tendu, et il faut le rééquilibrer. Donc ça, c'est la première thèse. La deuxième thèse, puisque on va dire la beauté de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à la fois la densité de son réseau industriel, mais c'est aussi la présence en région des centres de décision financiers, économiques, industriels, politiques, et que tous ces centres savent parler ensemble. Le webinaire d'aujourd'hui est une très bonne illustration. Le fonds souverain est aussi dédié à investir dans les champions des filières stratégiques de la région et venir, avec la qualité de signature, son ticket et son équipe, les renforcer, encore une fois, non pas pour assécher le marché du private equity sur la région, mais en complément, puisque c'est une signature qui aurait la vertu de stabiliser sur 5 ans à 7 ans un actionnariat. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et donc, en perspective de ce qui a été dit auparavant, c'est un outil qui est totalement complémentaire des PPR, des obligations relance, des PGE, éventuellement qui peut servir, ce qui n'est pas le cas des PPR et des obligations relance, à rembourser des PGE dans le rééquilibrage du bilan. Oui, c'est bien de le préciser, ça. Oui. D'accord. Voilà, Greg, ce que je pouvais dire sur le fonds souverain. Donc, il y a beaucoup de dossiers déjà dans les tuyaux, un appétit important des PME, des ETI pour se renseigner, pour essayer de monter des dossiers. On peut penser que la première opération sortira quand? Je dirais que ça, c'est la question piège à laquelle je ne répondrai pas parce que on est sur des objets compliqués, on est en période de crise et comme ça a été dit précédemment, il faut faire bien le travail et surtout, il faut installer une relation de confiance avec un chef d'entreprise. Ça, c'est pas à notre main parce que ensuite, on a une vie commune qui est très longue. On va vivre 6-7 ans ensemble, donc il faut faire les choses bien. Mais ce que je peux dire, c'est que l'équipe travaille d'arrache-pied et qu'on aura vocation à déployer vite le capital. Très bien. Bon, on va revenir un peu sur le monde de l'entreprise pour voir un peu quel est son regard par rapport à ces outils, si ça correspond à un besoin, à une demande, et que ça soit au cas particulier de GL, bien évidemment, mais aussi d'une façon plus large. Sylvain, c'est d'élargir un peu le débat, de voir un peu comment l'entreprise, l'ETI, voit ces nouveaux outils, que ce soit le PPR, l'obligation relance ou l'intervention du fonds souverain. Sylvain? Alors, comment je vois ces outils? Alors déjà, j'entends et je vois de toute façon, il y a beaucoup de bienveillance pour aider l'ensemble on va dire, du tissu entrepreneurial national ou régional pour sortir, on va dire, plus fort de cette crise et pour aider à la relance. Ce que je vois en fait, ou ce que j'entends, si je prends le dernier exemple du Fonds souverain régional, c'est une très très bonne initiative publique-privée, c'est parfait.
Mais si je me place dans l'environnement GL, ben moi, j'ai pas le droit. Le groupe GL n'a pas le droit de venir souscrire, quand bien même il est fortement impacté, quand bien même il était dans une situation financière très stable, et quand bien même on avait des fondamentaux qui n'étaient plus, entre guillemets, à démontrer. Donc, c'est ce que je vois là ou ce que j'entends là, c'est aussi un petit peu le reproche que nous faisons, nous aussi, quand on discute avec les représentants de l'État, c'est de leur dire il y a énormément d'outils qui ont été mis en place, mais d'aide ou de relance, mais qui sont pour l'instant plus à destination de sociétés, de PME, de TPE. Nous, les outils qui sont mis en place là, c'est un peu comme le fonds de solidarité. Finalement, on a le droit à 200 000 euros par mois dans un groupe comme le groupe G11, 200 000 euros par mois, on ne fait pas grand-chose avec ça. Mais si je sors, entre guillemets, du carcan G11, je pense que la palette d'outils qui est proposée, elle doit répondre à un moment à un besoin. Il y a forcément un entrepreneur qui va dire peut-être que le fonds souverain, c'est peut-être pas adapté pour moi, mais les obligations de relance, les PPR, ainsi de suite, il y a quelque chose. Donc globalement, j'ai envie de dire que pour les ETI, c'est un petit peu le mal français. Quand on voit un peu le panel des ETI en France et le panel des ETI en Allemagne, en Italie, elles sont très fortes. Pourquoi? Parce qu'elles sont aussi aidées. Les ETI en France, globalement, elles ont soit vocation à être à prendre, en fait, à être prises en termes de contrôle par du private equity, soit à être absorbées par le CAC 40. Donc, moi, ce que je vois, et pour le groupe G11, et je crois que ça a été très très bien dit, c'est que c'est vrai que pour l'instant, on préfère profiter encore du PGE pour deux raisons. La première des raisons, elle a été expliquée, c'est que effectivement, les obligations ou le prêt participatif, c'est encore traduit comme de la dette dans nos bilans. Et quand bien même on va aller demander à la Banque de France de les traduire, de ne pas les compter dans la cotation FIBEL, je suis désolé de vous dire que les analyses financières et les cotations qui sont faites sur les marchés prendront en considération cette dette. Donc, l'analyse Banque de France, c'est bien, mais la réalité du business et de la réalité internationale des choses, c'est que quand vous avez un Américain qui vient vous voir, il va vous dire, mais votre dette, que ce soit de la dette prêt participatif ou obligation de relance, ainsi de suite, il la mettra, il le classera en dette. Et les IFRS et nos commissaires aux comptes, en plus on a un représentant des commissaires aux comptes qui est là, vous diront, ils vous diront, de toute façon, c'est de la dette, messieurs, dans votre calcul, c'est de la dette, même si ça ne rentre pas dans le calcul de la Banque de France. Donc voilà, après, je pense que l'outil dont on a vraiment besoin, ou l'adaptation dont on a besoin, je crois que l'ensemble des partenaires bancaires en ont conscience. Hier, il y avait Daniel Ball qui était sur BFM, et il y a une semaine, il y a monsieur Brassa qui parlait en tant que patron de la Fédération française des banques. C'est très simple, il disait que de toute façon, les banques étaient là, elles avaient été là pour passer, entre guillemets, cette crise, et que les banques devront être là pour traiter cette dette Covid, parce qu'on parle, dans notre cas, nous parlons d'une dette Covid. Et à titre personnel, il y a eu 2-3 envolées lyriques de dire de toute façon il y aura des write-off de PGE pour des secteurs qui ont été en souffrance. Perso, je n'y crois pas. Voilà. En revanche, je crois qu'il faudra se mettre autour de la table, il faudra discuter comme on l'a fait nous avec nos partenaires bancaires. Il y en a beaucoup qui sont sur la conférence et ils savent très bien que les 200 millions d'euros de dette Covid-GL, il faudra qu'on travaille pas à son non-remboursement, mais il faudra plutôt qu'on travaille sur un étalement et sur une maturité. C'est pour ça que les outils là qui sont évoqués, de dire c'est un outil qui peut se soustraire et qui peut permettre de rembourser le PGE et après on repart sur 7 ans, c'est une très très bonne idée. Et il y a un ensemble d'outils qui va correspondre à 80% des entreprises qui ont été touchées. Les ETI sont un petit peu un cas à part. Je pense personnellement, je pense qu'il faudra qu'on travaille sur notre dette, sur la maturité de notre dette. Et pour l'instant, ce n'est pas le sujet parce que les PGE, là aussi, l'État a fait un geste avec les partenaires bancaires, c'est de dire pour l'instant, il y avait une franchise d'1 an. Et puis, il y a 4-5 mois, Bruno Le Maire a dit maintenant, ce sera une franchise de 2 ans. Donc, on passera en 2 plus 4. Donc, quand on commencera à rembourser cette dette, il faudra qu'on la rôle, soit qu'on met un outil et une négociation avec nos partenaires bancaires, mais aussi avec l'État, parce que l'objectif aussi qu'on a, et nous, c'est aussi la raison pour laquelle on a pris des PGE, c'est de se dire qu'un groupe comme GL, l'événementiel, pour aller présenter un dossier de prêt normatif, en ce moment, c'est presque impossible. Donc, allons chercher des PGE, confortons aussi, entre guillemets, le bilan de nos partenaires bancaires. C'est ce que je leur disais un peu avec humour quand je les voyais. Je leur disais, mais moi, je veux encore du PGE, comme ça, je vais vous rembourser ma dette à moyen terme. Et puis, je vous mettez de la dette PGE, comme ça, je vous conserve un peu moins de fonds propres. J'avais la modestie de dire que je voulais aussi travailler le bilan de mes banquiers, comme si le mien ne me suffisait pas. Mais pourquoi ça fonctionne, et Didier aussi l'a dit,
c'est que dans des moments de crise, il faut qu'il y ait une transparence aussi un peu plus forte du chef d'entreprise, des équipes opérationnelles pour bien expliquer notre stratégie. Et je crois que cette année, quand on a rencontré nos partenaires bancaires, encore une fois, on l'a fait en one-to-one. D'habitude, on les réunit tous ensemble, on n'avait pas la capacité. Mais on a donné un peu plus d'informations pour aussi rassurer parce que mécaniquement, nos partenaires bancaires ne sont pas là pour prendre, entre guillemets, les paumes liées à cette crise. Ils ont financé cette crise. Il y a des autres outils qui sont mis en place et qui sont, encore une fois, je dis, à 80% utilisables et des bons outils. Je pense que c'est des bons outils. Moi, j'entends beaucoup de bienveillance dans la gestion de cette crise. Et c'est ça qui est important parce que nos banques sont solides parce qu'il y avait un tissu, on va dire, économique qui était solide en dessous. Le bilan des banques est aussi le reflet de leurs partenaires et de leurs clients. Si leurs clients sont solides, les banques auront des capacités à encore les accompagner et encore à se développer. Donc, continuons à accompagner les banques, à accompagner les sociétés comme vous êtes en train de le faire et trouvons on va dire, d'autres mécanismes pour pouvoir rebondir. Préparer demain, c'est aussi préparer, nous, notre échéance de dette. Nous savons très bien que nous publions, donc d'autres partenaires ou d'autres concurrents n'ont pas les mêmes obligations de publication que nous. Mais nous, on publie tout. On sait qu'en 2023 et en 2024, on aura un sujet pour renégocier des échéances obligataires, des échéances bancaires, en bilatéral ou des crédits syndiqués. Donc, c'est là, on ne va pas se remettre en 4 ans. Les sociétés qui ont pris 25% de leur chiffre d'affaires en PGE ne vont pas le rembourser en 4 ans si elles continuent, même si elles rebondissent, parce qu'il y avait de la dette à l'origine, potentiellement comme nous. Il faudra trouver un mécanisme pour étaler cette dette et je pense que les mécanismes qui sont là ne sont pas forcément tous applicables pour GN, mais sont applicables pour beaucoup de sociétés et que nous, on va étaler tout ça et on discutera. Il faut se mettre autour de la table et la transparence envers nos partenaires bancaires amènera aussi de la bienveillance et de l'accompagnement comme ils ont su le faire. Voilà notre analyse. C'est peut-être pas, je détiens pas la vérité, mais à partir du moment où on aura une relance, nous, dans nos secteurs, quand je pourrai retravailler et que je démontrerai que j'ai un EBITDA positif, les partenaires bancaires, ils se remettront tranquillement autour de la table et ils discuteront et nous accompagneront comme ils l'ont fait au cours des 42 premières années du groupe. Merci pour cette analyse et cette vision qui est effectivement au cas particulier d'une entreprise qui a été fortement impactée. C'est vrai que donc ça répond en partie à la non-réponse de ces outils par rapport à ceux qui doivent utiliser fortement le PGE. Mais peut-être qu'on peut refaire un petit tour de table rapide. Didier, Dominique et Pierre, qu'est-ce que vous répondez à une ETI comme GL Evans qui a été lourdement impactée, qui a 200 millions de dettes PGE qui est son sujet du quotidien, par rapport à votre vision plutôt d'outils pour le rebond, pour la relance, pour les entreprises qui en sont en capacité de le faire. Didier. Ton micro, Didier. Oui, moi je reviens sur ce que je disais. Je pense que le bilatéral va être très important. Le bilatéral, on a créé des relations de confiance très fortes avec nos clients, toutes les banques avec tous leurs clients à l'occasion des PGE, etc. Tout le monde s'est mobilisé. On a vu que la banque était un commerce essentiel et je crois que tout le monde a été au rendez-vous, tous les réseaux. Là, on va revenir dans, j'allais dire, des relations bilatérales qui vont être extrêmement fortes. C'est l'occasion aussi, encore une fois, d'aller un peu plus loin dans le dialogue stratégique. Parce qu'il va falloir qu'on embarque toutes les dimensions du client. Et oui, bien sûr qu'on s'y prépare. Bien sûr qu'on s'y prépare. Il faudra qu'on trouve des combinaisons d'outils, mais aussi outils adaptés aux situations, j'allais dire, individuelles des entreprises. Je pense que dans ce domaine, il faudra qu'on soit très pragmatique, pas idéologue, et très certainement qu'on professionnalise encore plus notre approche. Voilà, dans une approche haut de bilan, bas de bilan. Ok. Dominique. Juste un mot, c'est qu'effectivement, encore une fois, on ne va pas faire du volume, on va faire du cas par cas dans l'aide aux entreprises, un PME ETI. Et je pense que pour GL Event, comme pour d'autres, il y a peut-être un moyen de réfléchir à plusieurs outils d'investissement, un mix de prêts participatifs, d'obligations relance, éventuellement d'ouverture de capital, ou d'OC, d'ORA. Vous voyez, on a une grande flexibilité pour répondre aux problématiques précises de chacun des cas. Voilà. Par contre, je vais être obligé de vous laisser, malheureusement, j'ai un autre rendez-vous à 10h. Donc, merci à tous. En tous les cas, merci Dominique. Merci, au revoir. Au revoir. Et Pierre, une petite réponse pour. Donc, GL n'a pas droit au prêt souverain, au fonds souverain, pardon. Oui, alors, le fonds souverain a une certaine taille. C'est un fonds d'une centaine de millions, donc bien entendu, on n'est pas de la taille pour accompagner les ETI, mais voilà, ça c'est comme ça.
Par contre, ce qui a été dit par Sylvain est totalement vrai, c'est-à-dire que le fonds souverain, compte tenu de la date de sa création, compte tenu de ses missions, compte tenu de son actionnariat, c'est un fonds bienveillant et qui a pour vocation de créer de la valeur durable sur la région, c'est-à-dire que les centres de décision et les centres d'emploi restent en région. Donc c'est un vrai partenaire pour les PME. Et Sylvain, désolé pour les ETI, mais je suis sûr qu'on trouvera autre chose. Mais on prendra le fonds en totalité si vous voulez. Oui. Ah bah moi, ça me simplifie la tâche. Peut-être un petit mot, puisqu'on en a pas mal parlé des problèmes de notation. Je pense qu'on a eu un débat, effectivement, c'est un point important. Frédéric, toi, sous sa casquette commissaire aux comptes et expert comptable, quel est ton regard sur ces outils et sur cette dette supplémentaire? Alors, premièrement, je tiens à souligner un certain nombre de mots qui ont été avancés par chacun des intervenants. Accompagnement des entreprises, dialogue stratégique, adaptation permanente, relation de confiance, partenaire. Donc, à l'évidence, là, on est sur une vie, une communauté. Et encore une fois, un grand merci à Sylvain de s'être prêté à cette présentation, parce qu'on voit que le dialogue entre la communauté financière et entre les entreprises est fondamental. Et encore une fois, un des leitmotifs de Lyon Place Financière et Tertiaire, c'est d'être au service des entreprises. Alors, pour répondre à ta question en tant que commissaire aux comptes, oui, Sylvain a raison. Nous, on est là pour à la fois contrôler que les textes comptables sont appliqués, on n'est pas là pour les rédiger. Et donc, effectivement, lorsqu'on fait une analyse bilancielle et une analyse de l'endettement, on suit des textes qui sont très complexes et qui sont aussi très contraignants et qui amènent en fait effectivement à des positions qui peuvent être décalées de ce qu'on trouve au niveau de la Banque de France ou d'autres agences de notation. Je crois que ce qui est important en fait, aussi en tant que commissaire aux comptes, c'est de regarder la continuité d'exploitation avec une visibilité à 12 mois. Et on voit qu'en fait, le sujet numéro 1, c'est la capacité de l'entreprise à répondre au remboursement de ses emprunts, à la maturité de ses emprunts, et que fondamentalement, le sujet est là. Après, les outils, on voit qu'ils sont très, très larges, et Sylvain parlait de 80% des besoins. Au niveau de GL20, je pense qu'il est. Sylvain a souligné aussi le côté international, c'est-à-dire que les solutions qui sont présentes aujourd'hui sont des solutions franco-françaises, parfois validées par l'Europe. Je crois que GL20, c'est aussi une capacité de faire des opérations chez, entre autres, en Asie. Donc, le sujet, y compris pour des ETI, c'est des sujets, des offres, des outils qui existent sur un plan national, mais aussi avec une vision qui est aussi internationale. Donc, voilà un petit peu la vision du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, encore une fois, cette année, je dirais, facilité par l'ensemble des outils qui ont été mis en œuvre et cette relation de confiance entre banquiers et entreprises. Ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer. La situation peut se durcir. Cette sortie de crise peut effectivement être difficile. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que ce dont on parle essentiellement aujourd'hui, c'est de rebond, de financement de rebond. Donc, c'est quand même des bons problèmes. Certes, ça génère du BFR, certes, ça génère du BFR situé par l'augmentation des matières premières, entre autres, cependant, elles ont l'air de vouloir baisser. Donc, ce qu'on gère aujourd'hui, c'est des financements pour le rebond et pour la structuration de chacune des entreprises pour l'avenir. Okay. Donc, c'est des bons sujets. Merci Frédéric. On arrive donc au terme de ce webinaire. On a tenu les délais, ce qui est bien. Je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez complet des outils actuels. Je voudrais encore remercier l'ensemble de nos intervenants, Dominique Gaillard, bien évidemment, avec France Invest, Didier Bruno pour la CERA, Pierre aussi pour la partie fonds souverains et surtout l'entreprise, parce que c'est jamais facile de parler publiquement dans des périodes aussi contraintes, aussi difficiles et bravo encore pour le travail qui a été fait. Et je suis sûr que la bienveillance dont on parlait permettra aussi de trouver de nouveaux outils et d'étaler finalement cette dette, parce qu'on sait tous que ces PGE, et on l'a vu sur ces derniers mois, on va gérer la maturité et je pense que les entreprises qui ont passé ce cap, et il y en a beaucoup, vont pouvoir s'en sortir et ne pas être contraintes par cette dette Covid
dans le développement de demain matin, qui est la vraie question qu'on a voulu traiter aujourd'hui. Merci à tous et puis à très bientôt. Vous retrouverez tout ça dans la newsletter, bien évidemment, et puis sur le site internet de Lyon Place Financière. À bientôt et bonne journée. À bientôt, merci. Au revoir.